Et voici l'heure de l'actualité parlementaire et politique avec les titres de cette actualité ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Édouard Philippe reçoit les Gilets jaunes à Matignon. Après 2 semaines de mobilisation intense et à la veille d'une nouvelle grande journée, une partie des représentants des Gilets jaunes seront reçus à 14h à Matignon. En déplacement en Argentine, Emmanuel Macron compte poursuivre avec force sa politique de réforme, mais sans renoncer aux ambitions ni céder à la démagogie. La suite de l'examen du budget au Sénat avec le vote de la première partie, la partie sur les recettes. Les sénateurs ont notamment voté le gel de la hausse des taxes sur le carburant et ce, contre l'avis bien sûr du gouvernement. La régulation audiovisuelle et numérique, un enjeu majeur à la veille de la grande réforme voulue par Emmanuel Macron pour 2019. Les principaux organes de régulation du numérique français étaient réunis hier au Sénat. Reportage à suivre. Je le disais en titre, Édouard Philippe reçoit tout à l'heure à Matignon les représentants des Gilets jaunes après 2 semaines de mobilisation intense et à la veille d'une nouvelle grande journée à Paris. Une partie des représentants des Gilets jaunes seront reçus à 14h à Matignon. En déplacement en Argentine, Emmanuel Macron reste ferme. Il compte poursuivre avec force sa politique de réforme mais sans renoncer aux ambitions. Que faut-il attendre de cette réunion? Je vous propose d'écouter Ségolène Royal, a été notre invitée il y a quelques instants. Que le Sénat a eu le bon sens de voter le moratoire à la fin des taxes qui doivent se renouveler au mois de janvier, je précise. Donc le Sénat a pris une décision sage. Mon vœu le plus cher pour ramener l'harmonie, la sérénité dans notre pays et pour que les décisions politiques cessent d'être facteurs de désordre et risques pour les forces publiques, parce que maintenant on a un vrai risque sur les policiers qui tirent également la sonnette d'alarme, que l'Assemblée nationale, qui je crois doit voter le 17 décembre sur le texte du Sénat, que les parlementaires, la République en marche de la majorité, prennent leur liberté, prennent leurs responsabilités. Ils sont au contact des territoires et il faut qu'ils suivent le vote du Sénat. Benoît Kennedy, mis en examen pour trahison après 96 heures de garde à vue au siège de la DGSI. Ce haut fonctionnaire du Sénat, arrêté lundi, a été mis en examen hier soir pour trahison et intelligence avec une puissance étrangère. Il est soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles à la Corée du Nord. Il risque 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Voilà, et dans l'actualité, Saveria, la suite de l'examen du budget au Sénat. Avec le vote de la première partie, la partie sur les recettes, les sénateurs ont notamment voté le gel de la hausse des taxes sur le carburant et ce, contre l'avis bien sûr du gouvernement. Adrien Develay. Alors que la colère des Gilets jaunes grogne partout en France, lundi, le Sénat a décidé de bousculer l'ordre du jour. Comme pour répondre au mouvement, la Haute Assemblée décide le gel de la hausse des prix du carburant jusqu'en 2022. Certains très excités demande à être considéré. Cet amendement est un amendement de considération et d'écoute de nos compatriotes. Il ne remet pas en cause l'avenir d'une énergie moins carbonée, mais il temporise. Sur un tout autre sujet, mardi, les sénateurs ont supprimé un amendement qui proposait un crédit d'impôt aux foyers qui accueillaient des migrants chez eux. Cet amendement, un député La République en marche l'avait déposé à l'Assemblée, mais ni la droite du Sénat, ni le gouvernement n'en voulaient. Comment ils sont choisis? Qui décide? Dans quel cadre? Le geste est généreux, la pratique me paraît pour le moins compliquée. Mercredi, la gauche du Sénat a tenté de restaurer l'impôt sur la fortune. Le débat de 2017 s'est rejoué dans l'hémicycle. Communistes et socialistes se sont heurtés à l'opposition de la majorité LR. Donc je ne saurais trop inviter nos collègues républicains à soutenir cet amendement. Vous marqueriez l'histoire pour l'éternité. Suppression des taxes carburant, rétablissement de l'ISF, tout le monde vous applaudirait. Je vous invite à le voter. Ce serait une folie de le rétablir. Si la France est le seul pays à avoir une taxation, ou quasiment le seul pays à avoir une taxation des capitaux, eh bien les gens iront ailleurs. Enfin, jeudi, les sénateurs ont adopté une série d'amendements qui réduit la taxe sur la valeur ajoutée des produits de première nécessité, comme les couches. Les produits pour incontinence urinaire, par exemple, sont un produit de première nécessité qui, pour moi, mérite l'application du taux de TVA à 5,5 au lieu de 20%. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées, par principe d'égalité. La réduction de la TVA sur les croquettes pour chiens n'a en revanche pas été adoptée par les sénateurs.
La régulation audiovisuelle et numérique, un enjeu majeur à la veille de la grande réforme voulue par le président de la République en 2019. Les principaux organes de régulation du numérique français étaient réunis hier au Sénat. Reportage Michael Spitzberg. À l'heure du tout Internet, la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat s'est penchée sur la question de la régulation audiovisuelle et numérique. Un enjeu majeur à la veille d'une réforme en profondeur de la loi sur l'audiovisuel, dont la précédente version date de 1986. Autant dire d'un autre temps, avant Internet et les réseaux sociaux. Autour de la table donc, toutes les institutions régulatrices du secteur, la CNIL, le CSA, l'ARCEP, Hadopi et l'ARJEL. Gestion et protection des données personnelles, piratage, accessibilité, contrôle du contenu, autant de questions essentielles mais éparpillées parmi tous ces acteurs. D'où l'intérêt de les réunir. Nous avons voulu mettre ensemble les autorités de régulation parce qu'elles ont toutes à voir avec le nouveau monde numérique. Elles œuvrent tous dans l'intérêt du public, dans l'intérêt des usagers, dans l'intérêt des entreprises. Ça force donc les uns et les autres à exposer les défis auxquels ils sont confrontés, les moyens d'action que sont les leurs. Est-ce que la loi leur permet de conduire ces actions ou non? Auquel cas, comment on change la loi? Comment on l'adapte pour pouvoir répondre aux vrais sujets qui se posent? Au cœur du débat, la puissance des entreprises du net, d'autant plus quand elles sont extra-européennes et que ce sont elles qui imposent les règles du jeu numérique. D'où l'importance de la loi. Ce qui unit finalement la question du numérique, c'est de savoir quels en sont les acteurs. La réalité, elle est simple, c'est que ce sont toujours les mêmes grands acteurs, Google, Apple, Facebook, Amazon, Uber et d'autres, qui dominent ce secteur. Il y a un rendez-vous avec l'histoire. Est-ce que maintenant on est capable d'écrire dans la loi des dispositifs qui vont vraiment encadrer ces grands acteurs? Et moi je crois que c'est possible. L'enjeu est donc conséquent, réguler ce nouveau monde numérique et développer l'Internet de façon éthique. Voilà, troisième partie de cette émission et deuxième interview politique dans cette émission. Dans un instant, c'est le face-à-face. Bonjour, Emmanuel Capus, vous êtes sénateur Les Indépendants du Maine-et-Loire. Merci d'être présent sur ce plateau. Merci à vous, bonjour. Bonjour Emmanuel Capus. Les Gilets jaunes seront reçus tout à l'heure à 14h à Matignon. Que peut-on attendre de cette rencontre ? Eh ben, je pense qu'il faut qu'on ait des explications. Je trouve très bien que le Premier ministre reçoive les Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes, le fondement de leur mouvement, c'est le ras-le-bol des Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Donc, il n'est pas trop tard, il ne les reçoit pas trop tard, justement. Ce qui est compliqué avec les Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement extrêmement hétéroclite, donc c'est pas évident de trouver des représentants. Donc il faut non, je pense qu'il faut les recevoir maintenant. Il n'y a pas de trop tard, non, je crois pas. Le soutien populaire, on le voit, au mouvement est de plus en plus fort. Les Gilets jaunes maintiennent, eux, leur mobilisation prévue demain à Paris. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous les soutenez, vous, personnellement? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, le fondement de leur truc, c'est le ras-le-bol. Donc ce ras-le-bol fiscal, je crois que beaucoup de Français le partagent. C'est pour ça qu'il y a une forte sympathie. Je ne sais pas s'il y a un soutien massif, il y a une sympathie très forte de l'ensemble des Français. Et de chacun de nous. C'est-à-dire, nous, on a tous de la compassion, enfin de la sympathie vis-à-vis d'un mouvement qui trouve qu'on paye trop d'impôts, qui trouve que l'essence est trop chère, qui trouve que c'est embêtant de rouler à 80 km/h alors qu'avant on roulait plus vite et qu'on a envie d'aller au travail quand même. Donc, il y a de la sympathie, est-ce que c'est du soutien? Moi j'ai de la sympathie pour le mouvement, j'ai de la sympathie pour les gens qui ont envie de travailler et qui ont du mal à boucler leur fin de mois. En revanche, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à toute forme de récupération du mouvement, à toute forme de dérive, on le voit, à toute forme de pratique. Moi, je suis contre les blocages, je suis contre évidemment ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées la semaine dernière, avec des cassages. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas le lieu de la démocratie, c'est pas possible en démocratie. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, annonce à l'instant que la concertation qui a été annoncée par Emmanuel Macron mardi dernier sera désormais faite département par département. Est-ce que cette concertation au plus près de la population, au plus près des Gilets jaunes, ça c'est une bonne chose, ce type de dialogue? Est-ce que c'est à même d'apaiser les choses qui se passent aujourd'hui dans la rue, les violences? Il faut, je pense, entendre les demandes.
Alors que ce soit au niveau local ou au niveau national, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il va non seulement falloir expliquer, parce que l'élément déclencheur, ça a quand même été les taxes sur le carbone et sur le diesel. Je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Et ce qu'on a proposé avec les collègues sénateurs des autres groupes, de façon assez consensuelle, vous l'avez vu, mais on en parlera peut-être après, sur le budget, c'est peut-être un moratoire. En tous les cas, trouver une solution pour que les augmentations sur l'essence qui avaient été augmentées n'arrivent pas. La réponse de l'exécutif, elle a été claire et ferme. Il n'y aura pas de moratoire, hein. Que ce soit de la part d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron, ils ne reviendront pas sur leur décision. Moi, je ne suis pas arrêté sur la forme. Moratoire ou pas moratoire, ils ont quand même annoncé une sorte de TIPP flottante comme dans le temps. Donc c'est une forme de blocage, de plafond sur le prix de l'essence, ce qui va aussi dans le bon sens. Alors le budget, on y vient, puisque vous êtes le chef de file de votre groupe, les Indépendants, sur ce projet de loi de finances qui est examiné cette semaine au Sénat. Avant-hier, la gauche, socialiste et communiste, ont tenté de rétablir l'ISF. L'ISF, c'est une des revendications justement des manifestants des Gilets jaunes. Vous avez, Emmanuel Capus, été particulièrement véhément dans l'hémicycle. Vous trouvez scandaleux qu'on lie Gilets jaunes et suppression de l'ISF? Non, ce qui s'est passé, et effectivement, je l'ai dit avec beaucoup de conviction, c'est que certains ont tenté d'expliquer le mouvement des Gilets jaunes par le fait qu'on avait supprimé l'ISF il y a un an. Et ça, c'est pas acceptable. Je veux dire, tout le monde sait. Pas nier le caractère symbolique de cette mesure. Que c'est pas parce qu'on a supprimé. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé du symbole. Sur le symbole, je comprends. Mais on peut être pour ou contre. Moi, je pense que l'ISF, enfin la suppression de l'ISF, ça apporte de la richesse à l'ensemble des Français. Mais ce qui a été fait dans l'hémicycle, c'était d'essayer de dire... La suppression de l'ISF, ça apporte de la richesse à l'ensemble des Français, c'est ce que vous pensez? Moi, je pense qu'on a intérêt à ce que les Français riches ne quittent pas le territoire. C'est très simple. C'est une question de conviction. C'est pas une question d'idéologie. Je pense qu'effectivement, il y a deux positions. On peut être pour ou contre. Moi, je suis effectivement plutôt libéral, gaulliste, donc je suis plutôt... je pense plutôt que le fait que les Français les plus riches quittent le territoire, ça n'est pas une bonne chose pour le territoire, parce que souvent ils partent avec leur entreprise. Ce que j'ai dit l'autre jour, c'est pas ça. Ce que j'ai dit l'autre jour, c'est faire un lien entre les deux, dire que parce qu'on a... faire un lien même financier, c'est-à-dire dire que l'ISF ça représente tant, et donc la hausse de l'essence ça représente tant, c'est profondément malhonnête et démagogique. Et je crois qu'en ce moment, dans la période de tension qu'on a, il faut éviter de discriminer les gens en fonction de leurs revenus, de pointer du doigt une partie de la population, c'est éminemment dangereux. Mais vous ne pouvez pas nier le caractère symbolique de la mesure néanmoins. Oui, effectivement. Si on n'avait parlé que du caractère symbolique, c'est un symbole. On a aujourd'hui des gens dans la rue qui disent on n'arrive pas à finir nos fins de mois. Pour nous, la fin du mois, c'est le 10, c'est le 15. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? L'État ne peut rien pour vous, mais l'État supprime l'ISF? On peut leur dire que ça n'a rien à voir, que le fait qu'on supprime l'ISF, c'est justement pour que l'économie redémarre, et qu'on essaie d'avoir un budget qui favorise l'emploi. C'est justement c'est le cœur du sujet. Justement, ce budget, ce projet de loi de finances, est-ce que selon vous, ce projet de loi de finances, tel qu'il est prévu, tel qu'il est discuté en ce moment, il va faire progresser le pouvoir d'achat des Français? Alors, on verra. C'est pas, à mon avis, ça n'est pas c'est pas un budget pour le pouvoir d'achat. Ce que je sens, moi, c'est que c'est un budget qui est formaté pour le travail, pour l'emploi, pour relancer l'économie. Et là-dessus, il y a des points très positifs. Il y a la diminution de l'impôt sur les sociétés, il y a, on l'a vu dans le PF avec la sécurité sociale, la diminution des charges de façon pérenne. Il y a un ensemble de mesures qui sont faites pour... Et puis, il y a la formation, le plan formation. Donc ça, c'est positif. C'est fait pour relancer l'emploi. Et c'est une réponse, mais qui ne peut pas être immédiate aux questions des Gilets jaunes. Vous soutenez globalement ce budget, tel qu'il est présenté par le gouvernement? Ça, c'est les points positifs. Quels sont les points négatifs? Il y a des points négatifs. Il y a deux points négatifs principaux pour résumer. Il y a le fait que notre endettement reste trop élevé, nos dépenses publiques restent trop élevées, et que la réduction du nombre de fonctionnaires reste trop faible. On sera à 6 000 en 2 ans, alors que le président de la République avait promis 50 000 sur 5 ans. Et le gouvernement ne s'attaque pas à la dette? Et le gouvernement ne s'attaque pas à la dette, puisque l'endettement progresse légèrement cette année, ce qui va poser une difficulté à terme. Ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, et c'était le point central du sujet précédent, c'est la façon dont on aborde la transition énergétique. Nous, dans mon groupe, on est tous favorables à la transition énergétique, comme la plupart des Français. En revanche, ce qu'on pense, c'est qu'on ne peut pas le faire de façon brutale. On ne peut pas arrêter d'utiliser
toutes les énergies qui s'étaient jusqu'ici accumulées. On n'a jamais abandonné une énergie jusqu'à maintenant. Quand on a découvert le charbon, on a continué à utiliser le bois. Quand on a découvert le pétrole, on a continué à utiliser le charbon. La politique présentée par le gouvernement aujourd'hui est trop dogmatique? Non, je pense qu'effectivement, la trajectoire qui avait été fixée l'année dernière est peut-être pas réaliste en tous les cas, elle se heurte à la réalité cette année. Ça ne passe pas. Et donc, il faut écouter la grogne et il faut prendre des mesures correctives. Très rapidement, en un mot, l'amendement qui exonère une partie des revenus des élus locaux des petites communes, hein, l'amendement présenté par Charles Guenet a été voté hier soir tard. Est-ce que vous aviez été choqué, vous, par l'attitude de Gérald Darmanin, du ministre des Comptes publics? Alors, c'est pas l'amendement de Charles Guenet qui a été voté hier soir, c'est l'amendement de la Commission. Moi, je l'ai dit en conférence des présidents samedi matin, été gêné, effectivement, par le tweet de Gérald Darmanin, parce qu'il était erroné. Et il jetait le discrédit. Il pouvait être interprété comme jetant le discrédit sur l'ensemble des élus, alors que les sénateurs, par définition, sont plus maires. Donc, ils n'étaient pas concernés. Donc, j'ai eu une gêne, effectivement, sur ce tweet. Très bien, merci. Qu'a pu vous parler de transition énergétique, Ségolène Royal vous a précédé à ce siège il y a quelques minutes. Le directeur de la station de Beaucouzé, c'est en Maine-et-Loire, s'est prononcé sur le réchauffement climatique dans votre département. S'il n'y a pas de changement draconien, il prédit 4 degrés en plus en 2100. Vous connaissiez ce chiffre? Non, mais effectivement... En Maine-et-Loire, 4 degrés de plus. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Emmanuel Capu. Capu. Sénateur, les indépendants du Maine-et-Loire, on passe à l'agenda. Merci. Merci à vous. Voilà, on passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. À suivre aujourd'hui et tout le week-end, la suite, bien sûr, de l'examen du projet de loi de finances pour 2019. Le Sénat va donc siéger tout le week-end avec notamment la mission économie, les discussions autour du budget de la justice, ça sera demain, et les missions agriculture. Dimanche, le budget de la défense, alors que le gouvernement est accusé de baisser considérablement le budget des opérations extérieures. Nous suivrons bien sûr tout cela pour vous. On peut compter sur vous pour suivre ça, bien sûr. Dans un instant, c'est l'œil 2. A tout de suite. Sans cravate aujourd'hui, bonjour. Quentin Calmet du Sénat, c'est votre œil aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour Quentin, on revient comme chaque semaine avec vous sur les tweets marquants des sénateurs, les faits politiques marquants. Une semaine bien sûr où il a été beaucoup question du projet de loi de finances, le budget. Oui, tout à fait, car les semaines consacrées au PLF, au projet de loi de finances, ce sont des semaines clés au Parlement. C'est là que se décident les grands équilibres de la politique du gouvernement. C'est là aussi que l'opposition peut faire des contre-propositions et monter au créneau sur tel ou tel aspect, avec souvent des confrontations politiques, des alliances de circonstances entre certains groupes et parfois des alliances entre tous les courants politiques. Et cette année n'a pas échappé à la règle. On va revenir sur 2 moments clés de ce PLF avec quelques tweets. Alors on commence bien sûr avec le loto du patrimoine, et là, tout le monde n'était pas d'accord. Eh bien si, tout le monde était d'accord au Sénat en tout cas, mais c'est vrai que ça a commencé par un clash entre Stéphane Bern et le gouvernement, vous savez, sur le montant de la somme du loto du patrimoine qui revient effectivement à la Fondation du patrimoine de Stéphane Bern. Car sur les 200 millions d'euros de recettes de ce loto, seulement 20 millions sont affectés à la Fondation du patrimoine. Lui, l'État prélève, lui 14 millions d'euros de taxes. Eh bien les sénateurs, ils ont décidé que ces taxes, elles seraient supprimées, comme l'a expliqué le sénateur LR François Bonhomme avec un tweet. Nous venons de voter l'exonération des contributions à l'État afin que la totalité aille véritablement, c'est écrit en majuscule, au patrimoine et non à Bercy. Un vote à l'unanimité du Sénat en faveur de ce loto du patrimoine, mais donc contre l'avis du gouvernement. Et dans la foulée, on a vu Stéphane Bern lui-même remercier les sénateurs. Bravo et merci d'avoir entendu la volonté des Français pour que tous les fonds récoltés servent à sauver les monuments en péril. Reste encore à franchir l'étape de l'Assemblée nationale pour que ce vote soit pérenne. Alors d'autres mesures au contraire cette semaine n'ont pas fait l'unanimité. Résultat, il y a eu plusieurs passes d'armes dans l'hémicycle. Oui, la principale confrontation politique que l'on a pu voir dans l'hémicycle cette semaine, elle concerne l'impôt sur la fortune. Supprimé l'an dernier, à la gauche de l'hémicycle, les sénateurs socialistes et communistes ont tenté de rétablir cet ISF. Et bien sûr, ils sont revenus dans l'hémicycle et sur Twitter sur leurs arguments, avec Rémi Féraud qui a expliqué que la Macronie traînera le boulet de la suppression de l'ISF pendant
durant tout le quinquennat. Les socialistes qui étaient très mobilisés au Sénat car ils sont d'accord sur cette mesure. C'est un point sur lequel là, ils sont tous d'accord. Et même s'ils ne sont pas parvenus à faire adopter la mesure, le patron des sénateurs socialistes a tweeté « Notre amendement de rétablissement de l'ISF a été rejeté par la droite sénatoriale, le centre est en marche ». Et Patrick Caner de s'interroger. On nous dit que le clivage droite-gauche n'existe plus, point d'interrogation. Et lors de ce débat justement sur l'ISF, plusieurs sénateurs ont fait référence au mouvement des Gilets jaunes. On le sait, certains, bien sûr, dans ce mouvement réclament le retour de l'impôt sur la fortune. Oui, parce que effectivement, selon les sénateurs de gauche, il y avait avec cette mesure sur l'ISF le moyen d'envoyer un signal aux Gilets jaunes. Et donc Éric Bocquet, par exemple, le sénateur communiste du Nord, il a fait le parallèle entre les 4,2 milliards d'euros au budget que l'impôt sur la fortune rapporte et sans doute de quoi éviter, selon lui, l'augmentation des taxes sur les carburants. Et donc on a vu les communistes, les socialistes et même les sénateurs du Parti radical de gauche faire front commun, un rassemblement de toute la gauche sur cette mesure sur l'impôt sur la fortune, mais donc sans obtenir gain de cause. Et comme chaque semaine, Quentin, on va terminer avec un tweet un peu plus léger. Voilà, car hier, c'était l'anniversaire de Jacques Chirac, l'ancien président de la République, qui a eu 86 ans. Alors on ne le voit plus, ça fait 2 ans qu'il n'a pas fait d'apparition publique, mais les sénateurs de droite, ils sont allés de petits tweets pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et certains ont exprimé une forme de nostalgie, vous allez le voir, regardez Max Brisson, il a mis des petites photos de Jacques Chirac, il a dit il fumait des clopes, buvait de la bière et du vin, et roulait certainement au diesel. Alors ça, je ne sais pas d'où il tire cette conclusion. Et avec à la clé donc une série de photos de Jacques Chirac, et cette phrase pleine de mélancolie, l'ancien monde ou tout simplement les Français. Ah, la nostalgie de l'ancien monde. Voilà, merci Quentin. Calmez-vous, suivez évidemment le G20 avec les tweets de Donald Trump tout le week-end. C'est sûr qu'il y en aura. Merci. Merci beaucoup. Revenez Quentin. vite. Merci. On passe merci à vous. À la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci Quentin. Évidemment, à la une de la presse quotidienne régionale, bien sûr les Gilets jaunes, à la une du Courrier Picard pour commencer, en marche vers Matignon aujourd'hui. Édouard Philippe reçoit tout à l'heure à 14h les représentants des Gilets jaunes après 2 semaines de mobilisation intense et la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation à Paris. Une partie des représentants seront reçus par le Premier ministre et par François de Rugy. En déplacement en Argentine, Emmanuel Macron reste ferme. Il compte poursuivre avec force sa politique de réforme, mais sans renoncer aux ambitions. À Paris, la manifestation a bien été autorisée sur les Champs-Élysées, mais sous très haute surveillance, avec près de 4000 policiers prévus. C'est le plus grand quotidien français, la une de Ouest France, c'est le plan Darmanin aujourd'hui, le ministre des Comptes publics. Le ministre des Comptes publics qui veut remettre des agents du Trésor dans les territoires et dans les banlieues. Gérald Darmanin prévoit la création de 400 points de contact en milieu rural d'ici la fin 2019. Dans cette longue interview, il confirme par ailleurs que le projet de taxe poids lourd devrait être abandonné. Il se dit enfin opposé à toute nouvelle forme de taxe. Voilà, important, la lutte anti-tabac à la une du grand quotidien d'Occitanie, le Midi Libre. Les jeunes fument moins, 10% de fumeurs en moins, malgré des disparités entre les régions et les catégories sociales. La consommation de tabac baisse. Les ventes de substituts nicotiniques ont augmenté de 66% cet automne par rapport à l'an dernier. Désormais, plus de 300 000 Français achètent chaque mois ces substituts. Mais pour l'heure, les acteurs de la lutte anti-tabac estiment que la politique de santé publique en la matière est encore insuffisante. En faisiez-vous partie? L'aimez-vous? Les Français et le cash. C'est à la une de Sud-Ouest, le grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Les Français qui aiment payer en liquide. Une étude de la Banque Centrale Européenne montre que les Français payent toujours en espèces malgré l'augmentation des paiements sans contact. Pour quelles utilisations principalement? Les petits règlements, le montant moyen d'un règlement en liquide s'élève à 7,50 €. Et puis dernier chiffre, 68% des paiements chez les commerçants sont réalisés en espèces. Et puis ne cherchez pas votre chaîne de télévision. On termine avec l'écho de Haute-Vienne et des antennes télé ce matin. Il va falloir chercher les chaînes dans la nuit de lundi à mardi. Les insomniaques vont être privés de leur programme préféré pour cause un transfert de fréquences qui va avoir lieu. Ce qui fait que tous ceux qui reçoivent la télé par antenne râteau vont devoir effectuer une nouvelle recherche de ces chaînes. Depuis octobre 2016, des opérations de réaménagement des fréquences de la TNT sont en cours au niveau national.
Voilà. Très bien, merci Saveria. On vous retrouve lundi. D'ailleurs, lundi matin, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Guillaume Larrivé, député LR. Vous le savez, après un week-end de manifestation, on attendra bien sûr ses réactions sur ce plateau en direct à 8h. Et puis dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Vous allez voir, ça s'améliore, mais également dans les territoires français d'outre-mer, particularité sur ce canal 13 de la TNT. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'info également. Merci à tous. Demain matin, je vous retrouve à 7h30 pour le meilleur moment des interviews politiques de la semaine. Au revoir Saveria, bon week-end. Très bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Je préférerais qu'on gèle pendant 3 mois les taxes de carburant et les taxes d'augmentation de gaz. Ça s'appelle apaiser. Toutes ces transformations profondes, peut-être qu'elles sont trop rapides ou qu'elles n'ont pas encore porté leurs fruits. Et c'est pour ça qu'il y a cette impatience. Mais elle est légitime. Et parce qu'elle est légitime, il est de notre responsabilité et de notre devoir d'être autour de la table. Moi, je pense que quand il y a une crise sociale de cet ordre, il y a toujours un moment où il faut qu'il y ait un signe, un symbole. Et si c'était celui de la taxe carbone. Utiliser l'écologie pour faire des impôts, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé parce que les Français sont intelligents et ils ont reproché à ce matraquage fiscal 2 choses, son injustice, d'une part, et d'autre part, l'instrumentalisation de l'écologie. On est un peu perdu parce que parfois le message il est contradictoire, il est un peu confus, on entend ce que les gens veulent nous dire, mais il faut maintenant qu'on réussisse à discuter autour d'une table. On voit dans ce mouvement des Gilets jaunes, ce qui est aussi un des points communs, c'est une forme de presque de désespoir. Et ça, vous ne répondez pas. Ça, si on y répond, mais vous savez, on n'y répond pas, et c'est pas la solution, ce n'est pas uniquement des mesures techniques. Ce que j'entends par des mesures techniques, ce n'est pas uniquement des mesures d'accompagnement. Est-ce que ce n'est pas irresponsable de la part de Jean-Luc Mélenchon de dire « je serai samedi sur les Champs-Élysées » alors que les autorités veulent éviter justement ce qui s'est passé samedi dernier ? Écoutez, c'est aux autorités de maintenir l'ordre public et de garantir le libre droit de manifester aux concitoyens. Des élus locaux comme le maire d'Évreux viennent aussi donner des conseils, parfois surprenants. Comment faire pour se faire entendre ? Le meilleur moyen, c'est de bloquer la préfecture. On l'a fait hier. Oui, j'ai vu. Moi, je ne suis pas favorable à ce que des élus invite les citoyens à bloquer le fonctionnement de l'État ou d'ailleurs des lieux publics, que ce soit des lieux publics État ou des lieux publics municipaux ou nationaux. Nous avons décidé de fermer les Champs-Élysées à la circulation, de les fermer de façon hermétique, mais d'ouvrir aux piétons qui souhaitent venir. D'abord pour soutenir les commerces parisiens, les commerces des Champs-Élysées. Mais il y aura des contrôles d'identité systématiques, des contrôles de sacs pour éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. Si les Champs-Élysées sont interdits aux Gilets jaunes, ce sera ressenti par les Gilets jaunes en réalité comme un acte d'humiliation supplémentaire. Vous voyez, une forme de mépris supplémentaire. Mais c'est quoi les Champs-Élysées ? C'est réservé à qui ? Donc là, vous vous engagez personnellement à ce qu'il n'y ait pas les mêmes débordements que samedi dernier. Mais comment voulez-vous que je réponde à votre question ? Moi, je ne sais pas si vous pouvez vous engager à augmenter l'audience du journal simplement en le déclarant.